Donald Trump n'est pas spécialement connu pour sa dévotion religieuse. C'est pourtant Notre-Dame qu'il a choisi pour sa première sortie à l'étranger depuis sa réélection. Est-ce le symbole de la résurrection de la cathédrale de Paris qui fait écho à son ego ? Lui qui doit au vote des Américains un incroyable retour en grâce ? Ou l'envie d'être au premier rang d'une retransmission en mondovision ? Loin des cloches de Notre-Dame, à Moscou et ses 1000 coupoles, son alter ego attend. Vladimir Poutine connaît bien Donald Trump pour l'avoir pratiqué lors de son premier mandat. Et il espère pouvoir compter sur lui. Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise. Le nouveau président est une personne intelligente. Le Kremlin a pu contribuer à faire que Trump arrive à la Maison-Blanche. C'est à ce moment-là que le FBI a décidé d'ouvrir une enquête. Tout ça, c'est des conneries. Trump veut se débarrasser de la guerre. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Tout le monde sait que Dieu a choisi Trump. Il s'est révélé être un homme courageux. Le Kremlin va laisser venir, entre guillemets, Donald Trump. Trump, c'est un joueur qui n'estime que ceux qui gagnent. Je leur promets le feu et la fureur. Il m'a écrit des lettres magnifiques, on est tombés amoureux. Il y a un côté un peu petit mec dans la cour de l'école. Après la réélection de Donald Trump en novembre, Vladimir Poutine feint d'abord l'indifférence. Il attend 3 jours avant d'en prendre acte. J'en profite pour le féliciter pour sa réélection à la présidence des États-Unis. Je pense que pour le coup, c'est un signe. Ne pas s'empresser, ne pas donner l'impression que le Kremlin attend quelque chose de particulier de la présidence Trump, montrer que le Kremlin, finalement, va laisser venir, entre guillemets, Donald Trump. Trump est quand même une énigme. Et donc, il doit être difficile pour Poutine de savoir dans quelle direction va partir Trump. Je pense qu'il le voit de manière positive parce que les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas. Donc, s'il y a une chance de sortir de là, ça ne peut être que par l'intermédiaire de Donald Trump. Les premières nominations de Donald Trump ont tout pour plaire à la Russie. Telle celle de Tulsi Gabbard, une ancienne militaire de 43 ans, habituée des déclarations favorables à Poutine. La voilà bombardée, patronne du renseignement national. C'est donner un gage quand même à Vladimir Poutine. C'est un signal extrêmement fort. Je pense qu'elle n'est absolument pas qualifiée pour diriger le renseignement. Elle a été accusée de relayer la propagande russe. Elle fait partie de ces personnes nommées par Trump qui sont non seulement incompétentes, mais dangereuses. Mais cette fois-ci, Trump a veillé, justement, en tirant les leçons de son premier mandat, à avoir des personnalités loyales qui travaillent avec lui et qui donc n'essaieront pas de le convaincre d'agir autrement. Est-ce que finalement, comme lors de son premier mandat, c'est l'analyse que font les Russes, Trump ne sera pas repris en main par son administration, par ce qu'on appelle parfois l'État profond? Il demande à voir. Lorsqu'il était président,
Trump s'est toujours plaint d'avoir été empêché par son administration, ce fameux État profond. L'État profond s'en prend à moi. Il faut anéantir l'État profond. Un terme cher aux Russes, comme à tous les complotistes. Trump voulait améliorer les relations avec la Russie. Et que s'est-il passé? Elles ont empiré parce que l'État profond a gagné. L'État profond des États-Unis, c'est la CIA, le FBI. Ce sont eux les chefs. Vladimir Poutine considère aussi que c'est un État profond. Bon, c'est un homme effectivement autoritaire avec une verticale du pouvoir. Donc, il souhaiterait que Trump, finalement, ait le même système qui lui permette de décider intégralement et donc, effectivement, d'en finir avec l'État profond. Ce même État profond, toujours selon Trump, qui avait fini par autoriser les Ukrainiens à utiliser leurs armes longues pour frapper le territoire russe. Une décision qu'il juge irresponsable, considérant qu'elle ne fait que provoquer l'escalade. Ils n'auraient pas dû autoriser ces tirs de missiles à 300 km à l'intérieur de la Russie. Je pense que c'est très mauvais. Et encore moins quelques semaines avant que je prenne la main. Pourquoi ils ne m'ont pas demandé mon avis? Je ne les aurais pas laissés commettre cette grosse erreur. Est-ce que vous reviendrez sur cette décision? Je pourrais, oui. C'était vraiment une décision stupide. Un point de vue qui épouse mot pour mot celui de la Russie. De quoi nourrir la crainte d'une relation entre Trump et Poutine qui tourne aux liaisons dangereuses. Trump et la Russie, c'est une vieille histoire qui remonte aux années 80. En juillet 1987, Trump est invité à Moscou dans une opération qu'on m'a décrite comme une vraie opération du KGB. Il est déjà un homme d'affaires connu, il est un homme riche. Un séjour aux frais du Kremlin, organisé par la fille de l'ambassadeur russe à Washington. Il aurait dû se méfier déjà, parce que quand la fille de l'ambassadeur commence à vous faciliter le voyage, c'est que vous représentez déjà une sorte d'intérêt pour la Russie, y compris pour ses services. À l'époque, celui qui a fait fortune dans l'immobilier veut construire une tour à Moscou. Le projet n'aboutit pas, mais le contact est pris. Il ne sera jamais rompu. Partout où il ira, tous les gens qui vont l'accueillir, c'est les gens qui vont appartenir au service. Mais connaissant Trump, à mon avis, il ne se méfie pas, parce que, en fait, pour Trump, l'argent, c'est le maître du jeu, et celui qui a l'argent, il sera reçu dans le monde entier, il sera respecté, et même s'il y a des services qui sont là-dedans, c'est pas son problème. À son retour aux États-Unis, le promoteur, qui rêve déjà de se lancer en politique, s'offre des pleines pages dans les journaux pour dénoncer la politique étrangère de son pays, trop atlantiste à son goût. De quoi attiser un peu plus l'intérêt des Russes pour ce personnage hors norme. On est en pleine guerre froide, ça commence à aller quand même assez mal pour l'URSS. Les services de sécurité russes, soviétiques plutôt, sont plutôt mal en point, ils ont de la peine à recruter. Et Trump fait partie de la communauté d'affaires, c'est quelque chose de forcément intéressant. Les services russes ont-ils essayé de compromettre Donald Trump lors de ses voyages en Russie ? Pour ce proche de Poutine, l'hypothèse ne tient pas la route. Même si c'est ce que font les services spéciaux, essayer de piéger des politiques avec des filles. Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, on peut être discrédité par une affaire de prostituée ?
ou parce qu'on a eu une amante ou un amant. Mais pas du tout. C'est vraiment ridicule. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de recrutement? Ça, je n'en sais rien. Je vois bien, par contre, le narratif que ça alimente. Trump, agent du Kremlin, c'est assez ridicule, il faut le dire. Je ne crois pas du tout qu'il soit un agent russe. On ne tient pas Donald Trump. C'est le temps où l'URSS vacille sur ses bases, minées par la course aux armements. Dans ces années-là, des milliers de Soviétiques émigrent en Amérique. Parmi eux, des mafieux qui recréent une petite Russie à New York, plus précisément à Brighton Beach, un quartier de Brooklyn. Si vous voulez rester en vie, ne vous emmêlez pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous risquez de vous faire tuer. Maintenant, c'est clair? Sous l'œil gourmand du KGB, ces mafieux rouges se convertissent illico aux vertus du capitalisme. Et très vite, ils nouent des liens avec l'organisation Trump. Certains achètent des appartements dans la Trump Tower. D'autres fréquentent assidûment ces casinos d'Atlantic City, véritables lessiveuses à dollars. Hi everybody, hello Nick. Quand je parlais avec les grands Manitou de Wall Street, ils me disaient, vous savez, il a fait 6 faillites, plus personne ne lui donne de l'argent, et donc il n'y a eu pas des bruits qu'un certain nombre de financements d'origine russe lui avaient permis de survivre. Parfois, au bord de la faillite, de l'argent tout d'un coup est arrivé dans ses caisses, en lui achetant des penthouses, en lui achetant des appartements dans sa Trump Tower, par exemple, ou bien en blanchissant beaucoup d'argent dans ses casinos, ça l'aidait à survivre. Et donc là, il ne regardait pas ce qu'il en était. À mon avis, il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Peu importe le pédigré des personnes qui se présentent. À la limite, lui aussi, il joue quand même un tout petit peu sur le truc mafieux, je roule les mécaniques, je n'ai peur de rien. En fait, peu importe qui est en face de moi, je serai toujours plus fort. I'm Mr. Trump. Trump se rend encore à Moscou en 1996, 2008 et 2013. Cette année-là, il obtient même d'y organiser le concours de Miss Univers, dont il est le copropriétaire. Il a toujours des projets mirifiques, hôtels, casinos, immeubles de prestige, qui ne voient jamais le jour. Qu'importe, à Moscou, il est comme chez lui. Il n'a aucun fantasme sur l'âme russe, mais en revanche, le côté glamour, qui correspond aussi à son mode de vie, ça lui plaît. De même que lui plaît la personnalité du nouveau tsar. Un homme selon son cœur, fort, viril, qui ne s'embarrasse pas de principes, mais se donne les moyens d'obtenir ce qu'il veut. Son double, en somme, si bien que l'Américain ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il y a une vraie fascination de Donald Trump pour Vladimir Poutine. Trump est fasciné par ce côté bandit. Il voit en Poutine quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas de morale, qui peut mentir comme lui, qui peut manipuler comme lui. Les deux sont un peu sur la même longueur d'onde dans leur esthétique, dans leur regard sur la vie, dans leur manière de voir la politique et ce qu'elle doit être. 2016, Donald Trump est candidat à la présidentielle sous les couleurs du Parti républicain. Il affronte la démocrate Hillary Clinton. La situation est pire que jamais. C'est ça l'héritage d'Hillary Clinton. La mort, la destruction, le terrorisme et la faiblesse. Secrétaire d'État de Barack Obama, farouche opposante à Poutine, Clinton est la bête noire des Russes, bien décidée à tout mettre en œuvre pour la faire battre.
Hillary Clinton, elle était plus de l'école de l'affrontement entre les États-Unis et la Russie, dénonçant les violations des droits de l'homme en Russie, dénonçant l'envie de puissance d'un certain Vladimir Poutine. Et donc, du coup, Trump, qui était imprévisible, mais qui ne se positionnait pas directement comme anti-Poutine, les a rangés. Des hackers du Kremlin vont pirater les serveurs du Parti démocrate et faire fuiter des milliers de mails. Au départ, c'est pas vraiment une opération. Après, ça va le devenir et on va voir les services de sécurité au plus haut niveau essayer de sortir cette information à des moments clés de la campagne, même s'il n'y avait rien de très scandaleux, à vrai dire, dans tous ces emails. D'autres petites mains, des fermatrolles de Prigojine, le fondateur du groupe Wagner, saturent les réseaux sociaux de fake news anti-Clinton. Les services de sécurité américains, CIA et FBI, ne tardent pas à découvrir cette entreprise de déstabilisation à grande échelle. Certains en tirent la conclusion que Trump et l'homme de Poutine sont candidats. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Poutine, moi? Rien. Je n'ai jamais parlé avec lui. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il va me respecter. D'autant qu'autour du républicain en campagne gravitent des personnages connus pour leur tropisme russe. Ils se séparent de certains, mais le soupçon demeure. C'était quand même un petit peu des pieds nickelés. Et donc on allait les voir en leur disant, vous savez, j'ai quelque chose sur Hillary, ah bon, qu'est-ce que c'est? Et même si la personne qui venait était un Russe. On a quand même appris qu'un des fils de Donald Trump avait rencontré une avocate russe qui avait des informations à donner à Donald Trump pour lui servir dans sa campagne contre les démocrates. Donald Trump remporte l'élection présidentielle de 2016. A-t-il bénéficié d'un coup de pouce du Kremlin? Les démocrates laissaient entendre qu'il avait été élu uniquement grâce aux ingérences russes, ce qui n'est pas le cas. Il faut quand même rappeler une évidence, ce n'est pas la Russie qui a fait élire Trump, ce sont les électeurs américains en 2016 comme en 2024 d'ailleurs. Peu après son entrée à la Maison-Blanche, le Sénat met en place une commission d'enquête. Un ancien directeur du FBI, Robert Mueller, est désigné comme procureur spécial. Avec pour mission de découvrir une éventuelle collusion entre les équipes de campagne de Trump et les Russes. Évidemment, Donald Trump, lui, niait tout lien avec la Russie. Mais cette affaire russe, ça a vraiment pollué la fin de sa campagne et le début de sa présidence. Il est vraiment très soucieux de la légitimité de son élection et de sa présence à la tête des États-Unis. Donc ça va effectivement beaucoup l'empoisonner. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent pour la première fois en juillet 2017 à Hambourg, en marge d'un sommet du G20. Trump apparaît gêné aux entournures, comme emprunté. On a un Trump qui est complètement différent. On a affaire à un petit garçon face à Poutine dans son attitude corporelle. Il a les doigts comme ça en triangle entre les jambes et il parle avec beaucoup de révérence envers Poutine. On aurait dit un collégien face à un joueur de baseball professionnel. Ils se jaugent, mais très rapidement, on voit qu'en fait, ils se plaisent. Ils se plaisent, il y a une entente. Vous savez, c'est l'amour du premier coup d'œil. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux hommes. Par contre, les deux hommes parlent le même langage. Ils se comprennent, c'est le même logiciel, le rapport de force. Nous attendons beaucoup de choses positives pour la Russie, pour les États-Unis, pour tout le monde. C'est un honneur d'être ici avec vous. Je suis enchanté de vous rencontrer, Monsieur le Président. Et j'espère, comme vous, que notre entretien donnera des résultats positifs. Bien sûr que Poutine respecte Trump. C'est un homme qui était milliardaire, qui pouvait vivre tranquillement et qui est devenu politicien. Je ne crois pas qu'il considère Trump comme un ami. Il le voit comme un gars sans expérience, mal informé, et donc comme une cible facile.
Un an plus tard, nouvelle rencontre. À Helsinki cette fois-ci. Entre-temps, plusieurs proches de Donald Trump ont été inculpés par le procureur Mueller pour intelligence avec une puissance étrangère. Il a été acquis qu'ils avaient eu des contacts avec les Russes qui étaient en dehors des procédures normales. Paul Manafort, son ancien directeur de campagne. Michael Flynn, son éphémère conseiller pour la sécurité nationale. Ainsi que 2 douzaines de citoyens russes soupçonnés d'avoir piraté les emails du Parti démocrate. Trump est sur la défensive. Lors de la traditionnelle conférence de presse commune, il est bombardé de questions sur le Russiagate, comme l'appellent les Américains. Et les journalistes n'en croient pas leurs oreilles lorsque le président américain désavoue ses propres services de sécurité devant Poutine. Dénoncez-vous ce qu'il s'est passé en 2016 et l'avertirez-vous de ne plus jamais recommencer? Le président Poutine vient de dire que ce n'était pas la Russie. Et moi, je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait la Russie. J'étais assis au premier rang de la délégation américaine avec John Kelly, le chef de cabinet de la Maison-Blanche. Et ça nous a glacés. On n'en croyait pas nos oreilles. C'était hallucinant d'entendre effectivement Donald Trump donc désavouer ses propres services et puis donner raison à finalement l'adversaire des États-Unis. Ça choque tellement qu'en fait il est obligé après de s'excuser aux États-Unis parce qu'en fait il a montré qu'il est tombé amoureux de Poutine. J'ai souvent pris bonne note des informations de nos services sur les interférences des Russes dans nos élections. J'ai oublié la négation. J'aurais dû dire « Je ne vois aucune raison pour laquelle ça ne serait pas la Russie ». C'est là qu'un certain nombre de personnes vont quand même se poser des questions, en fait, y compris dans son entourage, des gens qui l'avaient suivi en se disant « Mais il y a quand même quelque chose qui y a entre les deux et personne ne sait ». Après la conférence d'Helsinki, l'administration a toujours veillé à ce qu'il n'y ait plus de rencontres en tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce qu'il se méfiait de Donald Trump en réalité et du risque d'une répétition de ce qui s'est passé à la conférence d'Helsinki. L'année suivante, le procureur Mueller rend son rapport. La collusion entre les Russes et les équipes de Trump n'est pas prouvée, même si la tentative de manipuler l'élection ne fait aucun doute. Ils ont utilisé des cybertechniques sophistiquées pour hacker les ordinateurs et réseaux des équipes de Clinton. Le timing des publications avait pour but d'interférer avec notre élection et de porter atteinte à la candidate à la présidentielle. Trump échappe à une destitution. Le rapport dit « Pas de collusion, pas d'obstruction ». Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Même le procureur n'a pas trouvé assez de preuves pour inculper Trump. Le problème, c'est que Trump a persisté à nier les ingérences russes dans l'élection parce qu'il craignait d'être accusé de collusion. Au bout du compte, il n'a pas été condamné, Donald Trump. Donc évidemment, il s'en est beaucoup enorgueilli en disant, voyez, tout ça, c'était vraiment rien que des méchancetés à mon endroit. C'était que des conneries. Pendant son premier mandat, Trump est-il pour autant dans la main des Russes? Rien n'est moins sûr. À l'époque, entre Washington et Moscou, les sujets qui fâchent ne manquent pas. La Syrie, l'Ukraine, le nucléaire. Nous n'allons pas les laisser violer un accord sur le nucléaire. Et sur tous ces sujets, Trump se montre peu favorable au Kremlin. Poutine est déçu parce que Trump, c'est celui qui va fournir les javelines, qui va fournir les armes, qui va former les militaires ukrainiens pour un budget de 2,5 milliards.
Et d'ailleurs, c'est lui qui va préparer l'armée ukrainienne pour cette guerre contre Poutine. On a beaucoup dit que c'est ce qui avait permis d'ailleurs aux Ukrainiens de résister à la première offensive russe, notamment quand ils ont voulu marcher sur Kiev en février 2022. Donc de ce point de vue-là, il n'a pas baissé les armes, justement, Donald Trump. Pour certains, ce sont les soupçons d'ingérence russe qui lui lient les mains. On a tellement accusé Trump d'être à la solde de la Russie qu'il était obligé presque de dire non, 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 et donc d'être plus froid qu'il ne l'aurait voulu. Cette affaire du Russiagate a empêché ce que voulaient et Trump et Poutine, c'est-à-dire une normalisation des relations. Mais Poutine ne lui tient pas rigueur. Ça veut dire qu'en réalité, il ne misait pas sur l'entente partout et sur tout. Pour d'autres, les décisions prises sont à porter au crédit de ceux que l'on appelle alors les adultes dans la pièce. Vous allez faire un boulot fantastique. Merci d'être avec nous. C'est un honneur. En 2019, il y avait déjà 1000 sanctions contre la Russie. C'est l'ambassadeur américain lui-même qui les avait comptées. Et ce n'était pas la décision de Trump, sauf qu'il a dû soutenir effectivement des propositions de son administration ou du Congrès à cet égard. Des conseillers ou ministres à l'expérience éprouvée et aux solides convictions patriotiques. Alors c'était très simple, c'est tous ceux avec lesquels il s'est fâché. C'était toujours très stressant d'assister à ces conversations parce qu'on ne savait jamais ce que Trump allait dire. J'ai été celui qui l'a servi le plus longtemps en tant que conseiller à la sécurité, mais je n'ai pas pu faire plus pour l'empêcher de commettre des erreurs. Après son départ de la Maison-Blanche, libéré de l'emprise de son administration, Trump va rester en contact avec Poutine. Selon le journaliste américain Bob Woodward, il se serait même appelé plusieurs fois. Être en contact avec la Russie, qui est en guerre contre un pays que les États-Unis soutiennent à bout de bras en fournissant des milliards de dollars d'armement, de renseignements, etc., là, quand même, ça fait un peu désordre. Ces entretiens en dehors de la fonction présidentielle, c'est pas normal. Quand vous quittez les fonctions, normalement, vous devez prendre la retraite et jouer au golf. Mais Trump, il ne veut pas. Il ne peut pas. Parce que la géopolitique, c'est une drogue. Et ça lui manque, cette drogue. De même qu'il s'est toujours moqué des convenances et de la bienséance, Trump a toujours eu un faible pour les hommes forts. Poutine a senti que Trump l'enviait, comme il enviait des dirigeants tels que Xi Jinping ou Kim Jong-un. Donald Trump, il adore les mâles alpha. Quand il était président, ce Boys Club comptait des dirigeants autoritaires et illibéraux, tels que le Brésilien Bolsonaro. Notre relation avec le Brésil n'a jamais été aussi bonne. Ou le Hongrois Viktor Orban, qu'il a continué à voir régulièrement à Mar-a-Lago. Personne n'est aussi bon, aussi malin, ni un meilleur dirigeant que Viktor Orban. C'est lui le patron. Viktor Orban, le seul Européen à garder le contact avec Vladimir Poutine. Ils ont tous le même profil. Une relation assez discutable avec les droits de l'homme, mais une poigne de fer qui fait que finalement, on n'a pas de problème avec eux. Il y a un côté un petit peu petits mecs dans la cour de l'école qui peuvent montrer qu'ils prennent une décision et qu'ils la mettent en œuvre et qui n'ont pas à se préoccuper d'un parlement et d'une opinion publique. Plus surprenant encore, sa bromance, comme on dit, avec Kim Jong-un. Trump et le dictateur nord-coréen ont d'abord échangé des insultes. Gâteux, petit gros, fou, fripouille et bien sûr Rocketman. Rien n'était trop vulgaire ni moins diplomatique entre les deux hommes. On ne peut pas avoir un cinglé en liberté qui balance des roquettes partout.
Trump m'a insulté, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier. Je disciplinerai par le feu le gâteux américain, mentalement dérangé. Rocketman est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. C'était assez spectaculaire, hein, la haine quasiment de Donald Trump vis-à-vis du président nord-coréen, puisque c'est notamment à la tribune des Nations Unies qu'il l'a insulté, donc avec un retentissement mondial. Trump allant jusqu'à menacer de détruire complètement la Corée du Nord si Rocketman continuait ses essais nucléaires. Les États-Unis sont puissants et patients. Mais si nous sommes forcés de nous défendre, nous ou nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Et puis en fait, je pense qu'il a été repris par sa volonté toujours de prouver que lui, il était capable de faire ce que les autres avaient été incapables de faire. En bon businessman, Trump est convaincu que tout peut se régler par une solide poignée de main. Et voilà donc qu'il annonce que le gâteux va rencontrer le petit gros. Le sommet a lieu à Singapour en juin 2018. 5 heures de discussion et un engagement, la complète démilitarisation de la péninsule coréenne. Les gens vont être très impressionnés, très heureux de voir que nous allons résoudre une question très dangereuse pour le monde entier. Cette rencontre était historique. Nous avons laissé le passé derrière nous et sommes sur le point de signer un document historique. Ils se sont échangés des lettres qu'il montrait comme étant la preuve que c'était un de ses grands amis. Et évidemment, alors à Washington, ça suscitait l'indignation. J'ai été très dur avec lui, et lui avec moi. On n'arrêtait pas. Et puis on est tombés amoureux. Non, vraiment, il m'a écrit des lettres magnifiques, très belles. On est tombés amoureux. L'année suivante, Trump l'amoureux va encore plus loin. Il revoit Kim Jong-un, cette fois-ci dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, faisant même quelques pas en Corée du Nord. Une première pour un président américain. Résultat, rien. En Corée du Nord, il n'y a qu'une personne qui décide. Et donc l'idée de Trump de dire « bon, bah, toute la politique a échoué, moi je vais agir différemment », a priori, je trouvais que ce n'était pas une mauvaise idée. Mais c'était un sujet tellement compliqué, tellement technique, que ça n'a mené nulle part. 5 ans après, non seulement les tensions sont toujours aussi vives entre les deux Corées, mais Kim Jong-un est devenu le premier soutien de Poutine dans sa guerre en Ukraine, lui fournissant armes, munitions et même des soldats. Le conflit en Ukraine entame sa 4e année. Et c'est un monde différent que retrouve Donald Trump au moment de retourner à la Maison-Blanche. Le monde a changé, bien évidemment, mais ce que dit Donald Trump, c'est qu'il veut mettre fin aux guerres, justement. Pour Trump, la principale menace, à court et long terme, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie. Il hérite de cette guerre qu'il veut régler. Il considère qu'on peut faire un deal avec la Russie, y compris avec son président. Et il estime que c'est même la condition pour ensuite s'occuper sérieusement de la Chine. La paix par la force. Un slogan emprunté à Reagan. C'est comme ça que Trump définit sa vision de la politique étrangère. Quand j'étais président, on avait la paix par la force. Nous allons restaurer la paix par la force. Pendant sa campagne, il n'a pas caché son intention de mettre fin au conflit en Ukraine, en forçant Poutine et Zelensky à négocier l'arrêt des combats. La guerre en Ukraine coûte très cher aux Américains. Or, n'oublions pas, Trump pense aussi en des termes comptables.
Je m'engage à terminer très vite la guerre en Ukraine. Je veux dire par là que je vais obtenir un accord entre ces deux personnes que je connais bien, et ça très rapidement. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. C'est du Trump pur et simple, ça veut dire qu'en fait pour lui, il suffit de décrocher le téléphone, de dire deux mots et l'affaire est réglée. Donc là, il se trompe. C'est une fanfaronnade à l'évidence, et d'ailleurs il a un peu fait machine arrière. Il a dit que c'était compliqué, plus compliqué même que le Proche-Orient. Je pense que Trump veut se débarrasser de l'Ukraine. Il veut en décharger son administration. De mon point de vue, ça veut dire qu'il se fiche de comment ce conflit va se terminer. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. En 2024, les troupes russes ont gagné 4000 km² en Ukraine. En position de force, Poutine n'entend pas se laisser dicter la paix, fût-ce par Trump lui-même. Trump, à mon avis, n'a pas compris que Poutine n'est ni à amadouer, ni à acheter, ni à faire peur. Et donc, Poutine a son idée, il veut avoir l'Ukraine, et tant qu'il vivra, il voudra l'avoir. Le plus probable, à mon avis, c'est que Trump fera un discours sur la paix. Il proposera d'arrêter les hostilités sur la ligne de front. Il dira on arrête de diaboliser la Russie de Poutine, et en même temps, il dira que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN dans les 10 à 15 prochaines années. Ce sera leur proposition. Poutine n'acceptera pas. En marge de la cérémonie à Notre-Dame, Trump avait vu Zelensky à l'Élysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Et le ton de l'Américain était déjà moins assuré. On dirait que le monde est un peu fou ces temps-ci. Merci beaucoup. Fondamentalement, Trump n'est pas belliciste. Trump voit le monde comme le monde des affaires. Voilà, tu veux ça, je veux pas. Essayons de trouver un accord sur la base purement des rapports de force. Un rapport de force ennemi. Poutine, de son côté, agite régulièrement la menace nucléaire. Cette arme unique va véritablement renforcer le potentiel de combat de nos forces armées. Elle assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Trump a la capacité et à mon avis aura la capacité de calmer Poutine, parce que Poutine, il nous fatigue depuis 3 ans avec ses menaces nucléaires. Lui-même, il a compris déjà. En fait, il a dépassé un tout petit peu le seuil de véracité en fait de cette menace nucléaire. Pour Trump, le plus important est qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire. Et bien pour la Russie aussi. Pour vous également les Français, les Européens. Je pense qu'il est important qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire. Le reste est moins important. Alors priez pour que les deux hommes forts, Trump et Poutine, se mettent d'accord sur un minimum. Trump pense-t-il pouvoir faire un deal avec Poutine ? Entre deux hommes forts qui se chargeraient de résoudre tous les problèmes du monde. Trump, comme Poutine, c'est quelqu'un qui mise tout sur la relation personnelle. Et ça veut dire que même dans la pratique des relations internationales, c'est les gens qui regardent dans les yeux le personnage qui est en face d'eux et qui vont traiter ce personnage par rapport à lui, qui vont essayer d'établir une relation personnelle, mais vraiment intime avec le personnage. Et Trump et Poutine, c'est exactement le même comportement. Poutine, comme Trump, considère la virilité comme la vertu suprême. Ainsi, 3 jours après l'élection de l'Américain, le Russe revient sur la tentative d'assassinat à laquelle Trump avait échappé en juillet 2024.
Je veux parler de sa réaction lors de l'attentat contre lui. J'ai été impressionné par le courage de cet homme. Une personne se révèle dans des circonstances extraordinaires. C'est là qu'on voit sa vraie personnalité. Et à mon avis, il s'est révélé sous un très bon jour. Courageux. Comme un homme. Il faut se souvenir comment il a crié « Fight, fight !» Tout le monde sait que Dieu a choisi Trump. Il lui a offert des milliards. Il lui a donné une belle famille. Il lui a donné une belle femme. Il l'a sauvé de la balle d'un assassin passé à quelques millimètres seulement. Être le favori de Dieu, c'est le devoir d'un dirigeant politique. Pour la Russie, les États-Unis sont le seul interlocuteur qui compte, mais qui compte parce que c'est une question de statut. Voilà, on ne va pas parler aux nains européens. Trump et Poutine ont en partage un solide mépris pour les Européens. Alors que l'Américain retrouve la Maison-Blanche, ses alliés de l'OTAN s'inquiètent de faire les frais d'un possible rapprochement entre les deux grands. Ils n'ont pas oublié les déclarations en forme de menace du candidat Trump. Le président d'un grand pays m'a demandé « Monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, vous nous protégerez ?» J'ai dit « Vous n'avez pas payé? Vous êtes un délinquant ?» Il a dit « Oui, imaginons que ce soit le cas. » Alors non, je ne vous protégerai pas. En fait, j'encouragerai même les autres à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Trump est très sérieux quand il parle de quitter l'OTAN. Il veut que les membres de l'organisation investissent 5% de leur PIB dans leur défense. Il va arriver à l'OTAN de la même manière qu'il arrivait pour acheter un building à New York, hein, avec la calculette, en disant, ben voilà, vous devez tant, vous payez, ok, on reste. Si vous êtes attaqué, on sera là. Si vous ne payez pas, c'est fini. Lorsque Poutine se posera la question, est-ce que les États-Unis feront la guerre pour l'Estonie? Honnêtement, avec Trump, la réponse est quasiment évidente. Non. Les Européens ne sont pas aujourd'hui en mesure de prendre le relais de l'oncle Sam. Même si les 27, plus le Royaume-Uni, seraient sur le point de s'endetter à hauteur de 500 milliards d'euros pour se réarmer. Les Européens ne sont pas prêts aujourd'hui. Ils devraient bien entendu développer la défense commune, avoir une autonomie stratégique, mais on est très très loin de cela. Pour les Européens, la Russie de Poutine est toujours vue comme une menace existentielle. Mais une inconnue demeure, l'état réel de la Russie. Comme à la fin de la guerre froide, c'est sur le front de l'économie que l'ours russe vacille. L'inflation flambe, le rouble s'effondre. Dans ses vœux, Poutine n'en a pas parlé. Mais à Moscou, les milieux d'affaires le pressent d'arrêter la guerre. Et si Trump était tenté d'en profiter? Je pense que la vision du monde qu'a Donald Trump, c'est d'avoir des États-Unis surarmés. Je pense que le budget de la défense va exploser, mais des États-Unis qui ont un gros bâton pour ne pas s'en servir. En gros, un Trump disant au monde, vous ne touchez pas à mes intérêts essentiels parce que je ferai très mal. Il ne faut pas se tromper, même si Donald Trump est proche de Poutine d'une certaine manière, il est quand même le président des États-Unis et son slogan c'est America First. Donc il ne va jamais sacrifier un intérêt vital ou économique important des États-Unis pour faire plaisir à Vladimir Poutine.
Je suis très inquiet pour la place de l'Amérique dans le monde, inquiet de la menace russe, du Moyen-Orient, de la Chine. Et je ne pense pas que Trump soit mieux préparé que lors de son premier mandat. Thank you very much. Thank you.